Bonjour Christophe, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sciences et Fiction. Ce numéro sera aujourd'hui consacré à un courant de la science-fiction, le steampunk. Le terme steampunk est donc l'association de steam, la vapeur en anglais, et punk. Il s'agit donc du courant du punk à vapeur. Le steampunk fait référence à un univers dominé par les machines à vapeur, souvent de taille complètement démesurée, mais très avancée sur un plan technologique. Dans l'univers du steampunk, le pétrole n'est pas exploité, ce qui fait que l'on ne trouve pas de plastique, mais plutôt du bois, du cuir, du cuivre, ce qui fait que l'esthétique des univers steampunk est très marquée et aisément reconnaissable. Dans le steampunk, les héros évoluent dans le Paris du XIXe siècle ou le Londres victorien, avec donc de grandes bâtisses tout autour d'eux et moult transports originaux qui parcourent la ville. Le charbon est à l'honneur, les usines à charbon sont foison, et on peut se retrouver avec le fog londonien. Les mondes de steampunk sont des mélanges d'images du passé et d'une technologie très avancée basée sur la vapeur et des engrenages hyper développés. Dans le steampunk, on va souvent croiser des automates qui feraient pâlir d'envie la plus poussée de nos intelligences artificielles. C'est pourquoi on va aussi parler de rétrofuturisme. Mais d'où vient le steampunk au juste ? Le steampunk trouve ses sources dans les œuvres de Jules Verne, Robida ou Wells. Les univers des romans actuels sont directement inspirés de ceux de ces pionniers de la SF. D'ailleurs, de nombreux romans, BD ou films font clairement référence à ces auteurs, voire les mettent en scène. En effet, les univers steampunk se situent toujours dans le même monde que celui de Jules Verne, de Robida ou de Wells, c'est-à-dire dans le Londres victorien, ou le Paris du XIXe siècle, et les aventures sont extraordinaires, avec de méchants automates qui tuent tout le monde, de grands monstres mécaniques, ou alors de manipulations génétiques qui aboutissent à la formation de loups-garous et autres êtres hybrides, qui vont gaiement égorger l'intégralité de la population. Le steampunk est quand même généralement sur une note d'humour, ce qui rend les choses quand même plus douces. Les premiers auteurs de steampunk sont très peu connus en France, étant donné qu'ils n'ont pour ainsi dire jamais été traduits en français. Il s'agit de Jetters, avec Morlock Knight en 79, Blaylock avec Homunculus en 86, ou Tim Powers qui en 83 a publié Les Voix d'Anubis, qui est le seul père du steampunk à avoir été traduit en français. Bragelonne a d'ailleurs réédité ce roman en grand format en 2013 dans une version de luxe, à la tranche dorée qui est très belle. Non seulement donc les pères du steampunk vont jeter les bases esthétiques du genre, mais ils vont aussi forger le nom du genre, punk à vapeur. Les histoires vont donc se passer dans un univers du XIXe siècle et vont aussi s'inspirer des technologies du moment. Notamment, on va retrouver le design du scaphandre de Rouquayrol et de Nérouze ou l'aviation à vapeur d'Adair. Au lieu d'avoir de magnifiques avions dans le ciel, nous aurons de gros dirigeables et les voitures seront peu communes, les trains ils seront beaucoup plus fréquents. De même que les robots seront remplacés par des automates. L'électronique est absente des univers steampunk, de même que bien souvent l'électricité ou l'informatique. À la fin des années 80, le genre connaîtra un essor important et les œuvres deviendront foisonnantes. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon des œuvres steampunk. Donc je vais commencer ce tour d'horizon par la toute première œuvre steampunk que j'ai lue, et qui donc à laquelle j'accorde donc une place toute particulière dans le monde du steampunk, Les Confessions d'un automate mangeur d'opium, de Fabrice Collin et Mathieu Gabory, paru en 1999. Ce roman met en scène Margot, une jeune comédienne et son frère psychiatre, dans une enquête sur la mort mystérieuse de l'ex-maîtresse de Margot et d'un singulier personnage créateur de robots. Je conseille très vivement la lecture de ce roman d'ailleurs à tous les gens qui voudraient découvrir le steampunk, car accessoirement l'enquête policière est très intéressante et ça permet ainsi une entrée très en douceur dans cet univers. Il faut aussi citer Serge Brussolo et Les Inhumains, Christopher Priest et le Prestige, ou Stephen Baxter, dont nous avions déjà parlé dans le numéro consacré à Terry Pratchett, et Les Vaisseaux du Temps. Johan Elliott a écrit en 2000, 2005, 2007 la trilogie de la Lune. Ce dernier met en scène des personnages ayant existé tels Jules Verne ou Louise Michel dans un monde où la Lune est colonisée par l'homme,
mais est bien loin d'être un paradis pour tous. Cette trilogie est particulièrement intéressante, notamment sur le plan stylistique, chaque roman se situant en un lieu et une époque différente, avec des personnages différents, et étant écrit dans un style résolument différent. Je disais tout à l'heure que l'informatique était généralement exclue du steampunk. Cependant, La machine à différence de William Gibson et Bruce Sterling met en scène dans le Londres victorien Charles Babbage et Ada Lovelace, qui sont des pionniers de l'informatique, par leur invention d'ordinateurs fonctionnant grâce à des engrenages et des cartes à trous qu'ils avaient baptisées les machines à différence. L'univers visuel très marqué du steampunk amènera aussi à son exploitation dans les bandes dessinées. Les Arcanes du Midi-Minuit en sont un célèbre exemple, où Jim McCallan, un agent secret au service de Sa Majesté, résout des enquêtes avec l'aide de sa cousine Jenna, qui tient l'horlogerie Midi-Minuit. Plus connu peut-être, les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec de Jacques Tardy, qui seront portées au cinéma par Luc Besson en 1994, avec Louise Bourgoin dans le rôle principal. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, un comique mettant en scène le capitaine Nemo et le docteur Jekyll et Mr. Hyde. Ou encore la Brigade Chimérique expliquant la disparition des super-héros européens après la Seconde Guerre mondiale sont des exemples classiques de steampunk, avec un univers visuel très particulier. Enfin, je ne saurais que conseiller La Nef des Fous, où le grand coordinateur ourdit un complot pour prendre le pouvoir à la place de Clément XVII et instaurer le règne du pois rouge supplantant celui de la rayure dans le royaume d'Ophol. Dans les univers français, on va pouvoir trouver Le Château des Étoiles, paru ces 2 dernières années sous forme de journal, 3 journaux par an, qui relatent les aventures d'un jeune garçon en Autriche au moment de la guerre. Donc, il doit avoir normalement un 3e tome qui doit sortir cette année et que nous attendons tous avec impatience. Enfin, bien évidemment, l'aspect visuel du steampunk n'a pas laissé de marbre le cinéma et la télévision. On va pouvoir citer rapidement La Cité des Enfants Perdus de Jeunet, Hellboy 2 de Guillermo del Toro ou Hugo Capret de Martin Scorsese. Ou bien sûr aussi, dans les dessins animés, les animés, Le Château dans le ciel, Le Château ambulant ou Sherlock Holmes de Miyazaki. D'ailleurs, il faut avouer que Sherlock Holmes est un personnage régulièrement exploité dans le steampunk, notamment depuis qu'il est tombé dans le domaine public. Enfin, je dirais que l'œuvre la plus connue du grand public est sans nul doute Les Mystères de l'Ouest, qu'il s'agisse de la série des années 60 ou du film Wild Wild West de Barry Sonnenfeld sorti en 1998, et qui sont l'exemple type du steampunk. Pour conclure cette chronique, je vais donc vous lire le prologue des Confessions d'un automate mangeur d'opium de Fabrice Collin et Mathieu Gabory, ici aux éditions Motif. Aux éditions du Serpent à Plumes, collection Motif. Du fond de l'âme. Une confession du fond de l'âme, afin de libérer ces démons qui rongent mon crâne, les vomir, les arracher à mon cœur. Je veux être semblable à cet homme-là, juste devant moi, qui boit son café du bout des lèvres, ou à cet autre qui vient d'entrer, le front en sueur d'avoir marché sous le soleil. Oh, qui suis-je à présent pour me comparer à ceux qui furent mes semblables ? Un sang noir ruisselle entre mes doigts, des voix impies murmurent sous mon crâne. Seigneur, que suis-je devenu ? Je ne guette pas votre miséricorde, ni même votre pitié. C'est un fait, je suis digne de siéger aux côtés du diable et de devenir son confesseur. Mais pour l'heure, je n'ai pas encore longé les rives du Styx. J'écris dans l'arrière-salle d'une taverne sur le port, une pièce qui sent la poussière, l'anis et l'oubli. La vie est loin, loin ces visages qui trahissent ma démence. Je suis épuisé, j'ai peur que l'on découvre la lueur qui brûle dans mon regard, peur de céder aux visions qui m'assaillent lorsque je m'abandonne au sommeil. On me recherche, c'est certain. Les navires sont surveillés par l'armée qui contrôle passagers et marchandises. Je me cache par amour de la vérité, pour empêcher qu'elle ne soit étouffée, et avec elle, les cris de mes victimes. Il m'a fallu toute la fermeté du monde pour obtenir ce manteau crasseux qui masque mon uniforme. Je l'ai troqué contre une montre à gousset, un bel objet que je tenais de ma mère. Se peut-il qu'elle me voie, qu'elle connaisse mon fardeau ? Non, je suis seule échouée dans un petit port cambodgien, pointé du doigt par un empire assassin. Combien de jours ai-je erré dans la jungle ? 3 ou 4, 5 peut-être ? J'ai couru des heures, jusqu'à ce que l'écho de leur râle s'éteigne et consente à me laisser ramper. Sombre illusion. Le remords m'habite.
En hôte noir et ricanant, il ressasse ce cauchemar dont j'ai été l'instigateur. Toi, armée d'Angleterre, je te maudis. Je maudis ton uniforme et les crimes que tu légitimes. J'ai tenu ton serpent d'acier dans une main. J'ai fouillé le cœur des innocents avec cette longue baïonnette qui te sert de langue. Je suis un assassin. Seigneur, étais-je conscient? Je garde le souvenir d'une fièvre aveugle, de démons qui irriguaient mes veines et commandaient mes crimes. Quelque chose s'est emparé de moi et m'a transformé. Pourquoi ai-je choisi de m'engager? Pour la solde? Pour ces vagues promesses d'un voyage aux confins du monde? Lorsque le capitaine Ferding m'a demandé de le suivre, j'ai obéi, par devoir envers des idéaux que j'avais l'ambition de servir. Je me souviens de ce repas que nous partageâmes à l'écart, la veille au soir. Les yeux fiévreux, Ferding m'a avoué la vérité, c'est pourquoi cette expédition avait été montée. J'ai d'abord refusé de le croire, mais mu par une dévorante curiosité. J'ai accepté de réunir lanternes et cornes qui nous permettraient de descendre dans le tombeau des rois dieux. L'autorité du capitaine a fait merveille pour écarter les sentinelles. Peu après minuit, nous nous sommes engouffrés dans les premiers escaliers, puis dans les boyaux qui couraient sous la terre humide. Je puis encore sentir cette odeur suffocante qui régnait dans les tombeaux. Et ces visages, ces faciès sculptés dans le granit qui épie notre course, à vouloir revivre la scène, à essayer de comprendre à quel moment je perdis conscience de mes actes, j'ai acquis la certitude que les sortilèges du tombeau agirent bien avant que nous ouvrions les caisses. 10. Nous en comptâmes 10, parfaitement alignés dans une grotte où les officiers avaient visiblement procédé à des exorcismes. Du moins, Ferding le prétendit-il en me montrant les figures ésotériques gravées sur les ferrures de plomb, m'affirmant d'une voix étranglée qu'elles étaient l'œuvre de plusieurs de nos officiers ayant séjourné en Inde. Maîtres de nous-mêmes, nous n'aurions jamais entrepris de fracturer ces maudites caisses. Pourtant nous le fîmes, et sans la moindre hésitation, sans présager de ce qu'elles pouvaient contenir, de ce qu'elles pouvaient libérer. J'ignore ce qu'il advint lorsqu'elles s'ouvrirent. Il ne me reste qu'une image. Celle du capitaine brandissant son pied de biche, le visage déformé par un rictus de démence. Les minutes, les heures qui suivirent notre folie, je n'ose les affronter, même en souvenir. J'ai tué, drapé dans cet uniforme de la Nouvelle-Galles, l'habit de la honte, taché du sang des miens et de ces Français qu'un terrible hasard mena jusqu'à nous. Où puis-je aller maintenant? Il me reste un billet de 10 livres et de quoi acheter mon passage vers Calcutta. Et ensuite? Je n'entends pas vivre ici. J'ai un ami en France, un ami précieux qui aura le courage de m'accueillir et de me protéger. Du moins je l'espère, car vers qui d'autre me tourner? J'ai tant besoin d'un regard ou lire un peu de compassion. À défaut d'oublier, peut-être pourrais-je expier mes fautes par la poésie. Oh, Calliope, Calliope, bientôt les démons qui ont fait de moi un bourreau surgiront de nouveau. Si je parviens à échapper aux soldats et embarquer pour la France, qu'adviendra-t-il? Au seuil de cette autre vie, je ne crains plus le jugement de Dieu, mais celui des hommes.